Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Mon premier objectif, c'est de vous empêcher de dormir à 14 heures. Je sais que ça va être compliqué. C'est la pire heure, mais je relève le défi. Quand je vous voyais vous installer pas à pas, j'ai cette image qui vient et qui va être un peu notre démarche. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui attendent forcément un volume. Je me suis retrouvé un jour, et j'oublierai jamais, dans une salle où on était 6 jeunes adolescents perdus avec un certain Vladimir Volkov. Il nous a dit cette phrase simple, il a dit « Je fais peut-être aujourd'hui la chose la plus importante de ma vie. Je vous dis la même chose. Quand je vois des gens répartis, je pense à ce qui nous attend, c'est qu'on a tendance, dès qu'on est dans une communauté ou dès qu'on a une foi en partage, à faire des stades suréclairés où on se fait des shoots de lumière entre gens qui pensent pareil et après le noir recommence. Tout l'enjeu est de répartir la lumière avec des étoiles dans la nuit. Tout l'enjeu, c'est de répartir la lumière en vous rendant autant que vous êtes autonome dans votre éclairage pour que la lumière puisse être répartie en permanence dans les entourages où vous serez chacun. On va commencer par un exercice qu'on fait généralement dans des moments solennels, voire tristes. Là, ça ne va pas être triste. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de faire 1 minute de silence. Je vous laisse fermer les yeux. On va commencer ensemble 1 minute de silence. Alors, on va pouvoir réouvrir les yeux. C'était une grosse minute. Qui s'est dit, c'est bizarre ce truc? Honnêtement. Qui s'est dit, c'est sympa ce truc? Qui est suisse? Vous voyez qu'il n'y a pas tout le monde. Premier enseignement. Premier enseignement, ce serait de croire que ce qu'on ressent est universel. Qui s'est dit, quand est-ce que ça s'arrête? Qui s'est dit, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps? Qui en a profité pour s'endormir? Voilà, c'était le danger. Alors pourquoi c'est intéressant d'emblée de plonger dans le silence? C'est qu'il y a 2 grands absents dans les formations. Ce sont précisément le silence et le contexte. Dans un monde qui sait tout sur tout, qui court sur tout, il oublie ça. Pourquoi le silence? Parce que le silence est la condition pour voir l'invisible. On ne peut pas avoir accès à ce qui se trame en profondeur si on ne sait pas se taire. Si on ne sait pas cesser le brouhaha pour se recueillir au fond de soi et déterminer ce qui est important. J'ai eu la chance de participer, la chance, je ne sais pas si c'est le terme, mais à une conférence du grand pape de la data, vous voyez, la data, les gens qui gèrent les données. Et je lui ai posé une question qui fait qu'à mon avis, il ne me réinvitera plus. Je lui ai dit, quelle place laissez-vous à l'invisible dans vos datas? Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer le débarquement français avec la data? Le débarquement en France en 1944. Ça suit aucune logique. C'est loin de l'Angleterre, c'est pourri, c'est le mauvais endroit. La personne qui décide ça, elle ne fait pas de la logique. Elle écoute suffisamment les événements pour dire « personne ne nous attend là, donc on va y aller ». Mais pour faire ce pari-là, c'est pas juste aligner des datas entre elles. C'est bien avoir une autonomie de pensée suffisamment longue pour oser ce pas culotté. C'est l'histoire de l'ATCOR. Vous connaissez l'ATCOR? Aéropostale, Saint-Exupéry, Mermoz. Nos calculs sont formels, c'est strictement irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser. Et c'est Jeanne d'Arc. Du temps de Jeanne d'Arc, si vous mettez tous les experts militaires de l'époque, ils ont tous des solutions pour vous expliquer comment sortir de la situation. Mais ils n'ont pas compris ce que Jeanne d'Arc a compris par son écoute intérieure. C'est sûr, elle triche, elle a le Wi-Fi céleste. En mode haut débit. Néanmoins, elle a cette qualité de discernement. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc comprend que la guerre ne pourra pas être possible si à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un capable de réenclencher le roi dans sa confiance en lui. D'où l'épisode de Chinon que vous connaissez,
où Jeanne d'Arc se planque parmi les courtisans, laissant un courtisan sur le trône, elle chope le roi à part, elle lui dit qu'il est légitime. La guerre n'aurait pas pu avoir cet essor-là si à un moment donné on n'enclenchait pas le roi. Pour écouter ça, il faut sortir du niveau premier, du brouhaha, de je sais tout sur tout et je vais faire comme la logique m'a appris. Il faut être capable d'écouter à l'intérieur. Et au passage, mesdames, là-dessus, vous avez une longueur d'avance sur nous, parce que vous voyez parfois ce que nous, on ne voit pas. C'est le discernement des profondeurs. Donc le silence permet ça. Si on n'est pas familier du silence, si on est dans cette espèce d'agitation permanente, on n'est pas en capacité d'écouter. Et surtout, en fait, parce qu'on est agité, on va se raccorder à un mouvement ambiant et le suivre. On ne pourra pas discerner si on n'est pas capable de s'enraciner dans ce silence-là. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est la matière première de la décision. Quand on décide, on ne suit pas un plan préprogrammé en disant ça va se passer comme ça. Tout chef qui me dit, ben voilà, c'est très simple, on va faire ça la semaine prochaine, ça va se passer comme ça. Comme on dit dans l'armée, le premier mort de la guerre, c'est le plan. Ça ne se passe jamais comme prévu. Un chef qui me dit ça va se passer comme ça, il m'inquiète. Un chef lui dit voilà ce que je veux, mais c'est le terrain qui commande. Il dit comme Napoléon, on engage, puis on voit. Napoléon, grand stratège, on dit comment faites-vous la guerre? On engage, puis on voit. C'est le terrain qui commande. Ça me fait penser à un mariage auquel j'étais et où la personne avait mis sur le livret de messe, vous voyez, merci à tous pour votre participation, c'était parfait, rien à redire. Mais tu as imprimé ça il y a 3 jours, comment tu peux savoir? Comment ton compliment peut avoir du poids? Vous voyez? Heureusement que le mariage n'a pas été annulé, ça aurait fait bizarre. C'était parfait. Ouais. Donc, vous voyez bien, le contexte, c'est la matière première relative et évolutive avec laquelle on va devoir frayer. Parce que ça bouge tout le temps. Ce serait trop simple s'il s'agissait de suivre des plans définitifs. Au passage, tout l'enjeu de la liberté. On aimerait être programmé pour faire tout bien. Enjeu de la liberté. On est capable de faire du mal parce que, précisément, en permanence, on devra faire des choix. Comment on prend en compte cette relativité? À force de combattre le relativisme, on a oublié que le monde était relatif de l'ordre de la relativité. L'enjeu, c'est de gérer la relativité, on y reviendra. Le contexte, c'est quoi? C'est la réalité dans le temps. Réalité plus temps. C'est pour ça que c'est évolutif et donc relatif. Je suis bon? Je vous ai pas perdu? Alors, pour vous, c'est quoi la qualité principale d'un chef? Qu'est-ce que vous diriez? Fédérer? Écoute. Écouter? Prudence. Prudence? Intégrité. Intégrité? Décision? Servir. Servir? Discerner. Discerner? Il y en a qui suivent quand même la thématique. Merci Pierre-Louis. La vision à long terme? S'adapter. Alors, il y a tout ça. 2 choses à vous dire là-dessus. Le premier sujet, c'est que vous avez nommé 2 types de qualités. Il y a des qualités morales et des qualités fonctionnelles. Servir, s'adapter, la prudence, sont des qualités plutôt morales. Elles sont indispensables, mais elles viennent en plus de qualités fonctionnelles. Louis XVI a voulu servir. Louis XVI était exemplaire. Louis XVI a su s'adapter. Pas sûr que c'est le meilleur chef qu'on ait connu. Retenez peut-être cela. Le moral est au fonctionnel ce que les bras sont aux jambes en escalade. On monte avec quoi en escalade? Les jambes d'abord. Les bras tout seuls, tu tiens pas longtemps. Même si tu es Schwarzy. C'est les jambes qui portent en escalade. Les bras sont là pour les coups durs. Ben, le moral, c'est pareil. Si je demande au professeur Tournesol de faire une expédition en jungle, je lui demande du courage ou de la témérité? De la témérité, ça va être très très dur pour lui, dès le début. Par contre, si je lui demande de faire un projet de fusée, là, ça va dépoter. Et là, son courage va servir, parce qu'il est dans l'axe de son talent, vous voyez? Donc le moral est important, mais le moral est important d'autant plus s'il vient en complément du fonctionnel. Plus je mets quelqu'un à sa place, plus je fais en sorte que son moral vient appuyer son talent premier, et donc dans ce cas-là, tout s'aligne. Vous voyez l'idée?
Donc les qualités morales, elles sont majeures, mais elles viennent d'autant mieux produire leur effet qu'elles viennent derrière. Hein, je dis ça aussi souvent pour provoquer. Souvent les militaires me disent s'adapter, je crois beaucoup à l'adaptation. Mais pour provoquer, je dis s'adapter, c'est une ambition de pâte à modeler. Hein. Après, il ne faut pas s'étonner d'être tordu. Hein. Donc s'adapter, oui, encore une fois, si on a d'abord défini ce qu'on est. Mais si on se définit juste comme je suis adaptable, ben on est pâte à modeler. Après, on ne se sent pas super bien. OK pour vous? Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le côté fonctionnel. Pourquoi c'est intéressant? Dans les réponses que vous donnez, vous parlez aussi de vous. Soit vous allez me donner les réponses qui vous correspondent, soit vous allez me donner plutôt la définition de ce qui vous manque ou de ce qui manque à votre chef comme qualité. C'est souvent assez drôle, c'est-à-dire que quand je fais ça en entreprise, c'est « vous avez un nouveau message ». Je crois qu'ils ont dit qu'il y avait un truc qui manquait là, ça je dis rien. Tout le monde connaît l'histoire de Surcouf? Forcément, il y a des Malouins dans la salle. Donc Surcouf n'est pas un magasin d'informatique. Et Surcouf le corsaire, Malouin, ce qui est tautologique. Vous voyez, c'est la fameuse histoire, les Anglais veulent le voir parce qu'ils veulent à tout prix savoir pourquoi il leur a foutu la misère sur les mers. Et donc Surcouf vient chez les Anglais, qui heureusement c'est en France, donc il mange français, donc c'est déjà une consolation, sinon ça aurait été vraiment dur pour lui. Et les Anglais, fourbement, parce que c'est des Anglais, lui disent « Reconnaissez, monsieur Surcouf, que vous, les Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, les Anglais, nous battons pour l'honneur. » C'est à quoi Surcouf répond? « Chacun se bat pour acquérir ce qui lui manque. » Ok. Voilà. Et donc, on va parfois se définir par rapport à ce qui nous manque. Si pour autant on se définit par rapport à ce qui nous caractérise, ce qui est très intéressant dans vos réponses, c'est de voir que pour vous être un chef, bah vous allez le définir aussi par rapport à votre personnalité. Si je dis à Sarkozy, c'est quoi gouverner, il va me dire c'est convaincre. Si je dis à Juppé c'est quoi gouverner, il va me dire c'est savoir. Si je dis à Hollande c'est quoi gouverner, il va me dire consensuser. Voilà. Et si je dis à Napoléon c'est quoi gouverner, il va me dire c'est décider. Chacun va parler de lui. Ok. Voilà. Premier élément clé sur lequel on va construire ce petit parcours, c'est d'acter sa personnalité. On ne peut pas évoquer le discernement si on n'a pas conscience de ce qu'on est, parce que forcément ça va induire un axe particulier dans la manière de faire. Hein? Donc tous ceux qui ont pu voir d'autres conférences, je définis toujours, je n'ai pas de paperboard mais je vais le faire avec les mains, l'écart qui existe entre la réalité d'une personnalité et la réalité d'un poste. Hein? D'après vous, si je mets Einstein, directeur des opérations dans une boîte, est-ce que je le mets en position de confort ou de crampe? On est dans la crampe, on est d'accord? Si je mets François Hollande candidat, en tant que candidat, il y a un alignement entre sa personnalité et le métier de candidat. Si je mets François Hollande président, voilà. On a naturellement la vision de la crampe. Vous avez un résumé avec cette image de 40 ans de vie politique française, on l'évoquait à table tout à l'heure. Les qualités requises pour être élu ne sont pas les qualités requises pour exercer le pouvoir. Tout le problème est là. On est un système de vente qui fait qu'on va élire les meilleurs vendeurs associés aux meilleurs experts, qui vont trouver des modules de différenciation. Donc on a des créatifs en liberté qui sont capables de pouvoir donner plein de sujets périphériques pas du tout prioritaires, qui vont Sandrine Rousseauiser la vie politique, voilà, pour le plus grand malheur de l'esprit, et l'anti-boussole du bon sens quand même. C'est intéressant de la prendre comme un repère pour ça. En général, quand elle dit quelque chose, vous savez qu'elle indique le sud, c'est pratique. Il faut juste faire l'inverse. Mais donc, vous voyez bien, hein, Sandrine Rousseau qui dit quand même que les émeutes, c'est parce que, faut comprendre, ils étaient pauvres en fait. C'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les rayons alimentaires ont été pillés, on l'a bien vu. Voilà. Elle a fait très fort aussi, elle a dit, la police ne doit jamais tuer, jamais. Alors les syndicats de commissaires ont dit, et pour le Bataclan, on fait comment? Voilà, oui, alors c'est peut-être un peu plus compliqué. Ok. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que plus on va s'approcher de la réalité des personnalités et de la réalité du métier, on comprend sur le côté politique qu'il y a un écart structurel, mais sans rester sur le côté politique, la question à vous poser, c'est de dire qu'est-ce que je cherche profondément dans ma manière de fonctionner et à quel point ça rencontre le besoin prioritaire de décision. C'est là que je refais un rappel pour ceux qui étaient là la fois précédente. Je parle de ces fameux 3 moteurs de personnalité.
qui sont le moteur cérébral, moteur relationnel, moteur décisionnel. On a tous 3 pôles de qualité, mais on n'a pas le même rapport à ces qualités. On a des qualités cérébrales, des qualités relationnelles, des qualités décisionnelles, mais c'est comme au loto, pour avoir les 3 boules, il faut les avoir dans le bon ordre. On n'a pas le même ordre dans les qualités. On a un problème français, et j'insiste notamment dans tous les milieux de forte exigence. On a un mal français, qui est le mal, vous voyez, je fais gaffe parce qu'avec Sandrine Rousseau, le mal, elle pourrait mal le lire. Le mal français, c'est le CV, qui est un vestige du carnet de notes. Le CV dit « être bon, c'est être bon partout ». C'est un non-sens. Ça n'existe pas, les gens bons partout. Vous voyez ? Si on suit la logique de « être bon, c'est être bon partout », on peut considérer que si je demande par exemple à Bruno Le Maire ce qu'est l'intelligence émotionnelle, il peut me faire un doctorat sur le sujet. Est-ce que pour autant, si Bibi, qui a un moral de hamster, est à côté de moi, je vais lui confier Bruno Le Maire? Ou je vais le confier à Bruno Le Maire? Non? Oui? Il va lui remonter le moral? Je pense que je vais plutôt l'entraîner vers le suicide assez rapidement. Voilà. Donc, voyez bien qu'il y a une différence entre maîtriser intellectuellement un sujet et être capable de le pratiquer au quotidien. Je suis clair ou pas là-dessus? On peut avoir la connaissance technique sans pour autant être à l'aise au quotidien dans la manière d'exercer les qualités qui vont avec. Maîtriser des qualités relationnelles, c'est pas avoir le module 20 sur 20 des qualités relationnelles. C'est pas avoir l'intelligence quotidienne de la relation. Je suis clair ou pas sur cet exemple-là? De la même façon que faire la guerre, c'est pas être un docteur en histoire militaire. C'est pas restituer Austerlitz sur Perreur à chaque fois. C'est bien avoir une présence d'esprit qui fait que, face à la situation nouvelle, on sait prendre les bonnes décisions. Ok? Je redéploie ça. Si je reprends mes 3 pôles, je vous donne une formule et une image. La formule, c'est que on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. D'après vous, Hitler et Staline, en personnalité, c'est des prêtres, des prophètes ou des rois? Prophètes. C'est des prophètes de malheur. Robespierre, Hitler, Staline, même combat. Sont bien des gens pour lesquels gouverner, c'est produire de la pensée et la faire passer en force. Avant même d'aller voir l'idéologie, le mal profond de prophètes au pouvoir, c'est que pour eux, gouverner, c'est j'ai une idée et je la plaque sur la réalité. Je suis clair ou pas là-dessus? Sans aller jusque-là, vous voyez très bien pourquoi certains candidats peuvent se caraméliser très vite. C'est que la pensée complète ne suffit pas à gérer les situations. Gérer les situations, c'est pas tout restituer. Ok? Donc ça, ce sont les prophètes. Les prêtres sont les professionnels du lien, de l'interaction. Et donc, le prêtre, sa quête première, c'est gérer du lien de qualité. C'est Mère Teresa. Bon. La finalité, c'est le lien. Et puis, le décisionnel, le roi, son métier, c'est le discernement. C'est quoi le discernement? Je vous en donne une première définition. C'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. En fait, tout le savoir est vain s'il ne s'articule pas à un moment donné sur une qualité intrinsèque de donner aux choses la portée méritée. Si je traite un vol de camion de pompiers comme un vol de véhicule, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Je donne, vous voyez, l'expert, il va dire « Oh, c'est la 10e affaire dans ma liste quotidienne ». Parce qu'il résonne en soi. À partir du moment où je prends quelque chose et je le traite dans une dimension contextuelle, je suis capable de lui donner une portée, de dire « ça c'est grave, je vais marquer le coup, je ne laisse pas passer ça ». Si je laisse passer ça, et c'est ce qui s'est passé, c'est une affaire là qui était en 2018, dans les 15 jours qui viennent, j'ai 15-20 camions de pompiers qui sont pillés. Parce que je n'ai pas donné à l'événement sa portée. Vous voyez bien que celui qui sait, le prophète, il a réponse à tout en soi. Mais le roi, il ne donne pas une réponse à tout en soi, il donne une réponse
au sujet dans le contexte où il apparaît. Je suis clair ou pas sur cet exemple? Et donc, du coup, il permet de graduer les choses. La saturation politique dans laquelle on vit, c'est qu'une accumulation de lois sur tous les sujets sans leur donner un ordre de gravité. En réalité, on passe des heures à parler du barbecue au lieu de traiter l'essentiel. Je suis clair là-dessus? Je vous donne l'exemple pour aller un petit peu plus loin. Si je donne un médecin, si je crée un médecin Mère Teresa relationnel, un médecin expert-chercheur ou un médecin urgentiste, ils peuvent avoir sur le papier le même CV. Ok? La différence va se faire dans la durée. D'après vous, si je mets 200 fois la même pathologie au médecin Mère Teresa, que ça lui pose un problème? Non? Parce qu'elle rencontre 200 personnes. Son génie, c'est la manière d'accueillir, de développer, de faire grandir. Moteur relationnel, son génie, c'est le lien. Si je donne 200 fois la même pathologie au médecin expert-chercheur, il va aimer ou pas? Non. À Calcutta, il va se barrer dans la rue pour trouver du bizarre. Vous voyez, il veut du chelou, lui. Il veut le mec de Tchernobyl avec un bras dans le dos. Si je mets le médecin Mère Teresa à l'Institut Pasteur parce qu'elle connaît bien les maladies tropicales, elle va aimer? Non, elle va créer le stand café de l'étage. Ok? Vous voyez bien que on peut avoir des qualités dans les trois, je reviens prêtre, prophète et roi, mais on a toujours un dominant, on a toujours une quête intérieure. Pour le premier, le lien, pour le second, le contenu. Le médecin expert-chercheur, il existe par la qualité de son contenu, par l'expertise qu'il délivre ou par les idées qu'il trouve. Il veut d'abord avoir ça. Mais c'est une recherche dans l'absolu. C'est un logiciel sans Wi-Fi. Du coup, il a la puissance, il n'a pas la connexion. Donc, il nous crée des paquebots dans des criques grecques, des trucs parfaits qui ne peuvent pas sortir. Vous voyez? Des trucs atomiques et il vient insulter le port grec de ne pas comprendre le génie du paquebot. Tout rapport avec les lois françaises qui ont tout prévu mais qui sont inapplicables serait fortuit. Vous voyez? C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'un roi? C'est là qu'on y vient. Quand vous regardez aujourd'hui les systèmes de management, quand vous êtes en entreprise, vous voyez que les formations autour du management, à 80%, les formations en management, à 80%, elles sont autour des pôles prophètes et des pôles prêtres. On vous forme soit à être hyper structuré, organisé, à savoir tout sur tout, soit à gérer un peu d'émotionnel, parce qu'il faut quand même être sympa et comprendre. Du coup, on oscille en permanence entre la rigidité de la loi et la mollusquisité de l'émotion. J'appelle ça faire du massage de crampes. On ne résout pas une crampe en la massant. D'où mon métier d'ostéopathe des organisations. Vous voyez, c'est des gens dans les boîtes, ils ont des planifications de nazis, je sais qu'on a évoqué la dernière fois, et tables de ping-pong à côté. C'est très bien d'avoir des tables de ping-pong à côté. Je dis ça parce que voilà. Mais ça ne remplace pas la non-décision. Ce qui fait que quelqu'un se lève le matin, c'est pas parce que, alors qu'on le met dans un tableau Excel en disant crache que tu dois cracher, mais t'inquiète pas, tu auras la pause. C'est d'avoir un chef qui décide, qui est capable de dire ok, là il y a un sujet humain, je vais le prendre en compte. Ok, là on est en train de s'obstiner sur un sujet dérisoire, on arrête. Là par contre, ça c'est important, on n'a pas consacré assez d'énergie là-dessus, je vais mettre le paquet dessus. Ça vous parle ça? Que deux fois vous rêveriez qu'il y a un chef au-dessus qui dit mais est-ce qu'il voit l'essentiel là plutôt que de m'embêter sur tel indicateur? Alors que c'est pas l'essentiel. Je suis clair là-dessus. C'est ça le métier de discernement. On n'en parle pas. Et donc, dans mon bouquin, vous verrez notamment tout l'article que je développe sur sortir du monde bipolaire. C'est que vous voyez bien qu'on n'est que en permanence sur ces deux sujets-là. À tous les niveaux. On peut le faire d'ailleurs, c'est très intéressant, de le faire au niveau politique ou au niveau religieux. Au niveau politique, avant mai 68, société très organisée, très structurée, allant vers une certaine forme de rigidité, parce que tout est figé d'avance. On va sur mai 68, on passe sur la société liquide, il n'y a plus rien. Et la tentation permanente, c'est de passer de l'un à l'autre, bipolarité. On va remettre de la structure, on va refaire comme avant. Et mais en fait, avant, c'était un peu trop raide quand même, donc on va remettre du mou. C'est pareil dans l'Église. Avant, après le Concile. Société très structurée avant le Concile, société très déstructurée après. Polarité cérébrale avant, polarité relationnelle avant. On ne résout pas le problème en revenant sur de la rigidité. On résout le problème en produisant du discernement, en produisant précisément, dans les moments où il n'y a pas de lumière, quelqu'un capable de donner de la lumière à hauteur d'homme à portée de main.
On ne suit pas un chef parce qu'il nous dit que la vérité éternelle est lointaine, on suit un chef parce qu'il nous donne des pas à faire. Je suis clair ou pas là-dessus? C'est une troisième modalité d'intelligence, le discernement. C'est l'intelligence de l'ici et maintenant. C'est une intelligence d'actualisation permanente. Et donc, si je résume, un prophète, ça se nourrit de données, ça produit du contenu, mais du contenu non connecté. Donc c'est intéressant, c'est passionnant, mais c'est pas suffisant. Un prêtre, ça se nourrit d'interactions, ça produit du lien. C'est très sympa, mais ça manque de direction. Un roi se nourrit de contexte, de la relativité de chaque contexte pour produire de la décision. Je vous donne un dernier exemple là-dessus, qui je pense vous parlera. Si je vous fais déjà penser à la pause peut-être un peu trop tôt. C'est l'exemple du café. Si je donne des grains de café à un cérébral, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la poudre. Il vous fait la gamme Nespresso, vous voyez? Donc c'est super, il y a tout, c'est éblouissant, c'est complet, c'est marketé, il y a une combinaison Robusta Arabica, tout est génial. C'est quoi le problème de la poudre toute seule? Voilà, c'est qu'à moins de la sniffer, mais il faut être motivé, ça ne se consomme pas. On revient aux lois françaises. C'est éblouissant, mais 50% des lois françaises ne sont pas exécutées. Si vous mettez des grains de café au relationnel, d'après vous, il fait quoi? Il les vend. Alors, il les vend. Il en parle. Il les vend si c'est Sarko, il les partage si c'est Mère Teresa. Il en parle. Il en parle. En fait, il crée les conditions pour qu'on soit bien. Il crée l'ambiance Macumba Night. Lumière tamisée, musique d'ambiance, fauteuil club. On est super bien, mais on n'a toujours rien dans le gosier. Vous voyez? Entre guillemets, vous voyez, c'est la réforme des retraites versus vision Borne ou vision Hollande, vous voyez. Vision Borne, ça passe pas parce que c'est trop raide, donc ça fracasse. Et vision Hollande, c'est autour de rien. Voilà. Tu es d'accord avec le rien? Ouais, bah super. Allez, on vote pour le rien. Ben, il y a encore une fois un truc entre les deux. Un chef est un percolateur de contexte. Il prend la poudre, mais autant qu'eux, pas plus qu'eux. Le nombre de fois, vous savez, vous posez une question à quelqu'un, il vous développe des trucs infinis sur le sujet. Vous avez posé juste une question. Vous voulez juste la réponse qui concerne l'action. Il prend l'eau du lien, mais autant que ça concourt à l'action. Le relationnel, il va générer une cuite à chaque fois qu'il y a un sujet à évoquer. On peut boire un coup sans... Voilà. Et donc, vous prenez la poudre nécessaire, vous prenez l'eau du lien nécessaire, vous mettez ça à température contextuelle et vous produisez un café. C'est quoi un café? C'est de l'action en kit, par la décharge que ça vous donne, mais par la réalité qu'il est réalisé concrètement, le café. C'est quoi une décision? Une décision, c'est un message contextuel et opératif. Message contextuel, opératif. Vous voyez, ce qui est très intéressant à voir là-dessus, c'est que par rapport aux gens qui vous délivrent sans cesse un savoir, vous voyez très bien sur les plateaux, vous avez des gens qui déblatèrent des sujets définitifs sur tout. Il n'y a pas le début du quart d'une solution. Le nombre de politologues qui sont des sponsors de Radio Suicide, on ne les compte plus. Parce qu'après les avoir écoutés, bon bah tout est foutu, ok, allons-y. C'est bien joli d'avoir raison en soi. Beaucoup plus difficile d'avoir raison pour de l'action possible. Et vous avez de l'autre côté relationnels qui vont faire en sorte que, quelle que soit l'occasion, on se sente quand même bien et on se développe. Mais encore une fois, faut-il avoir une direction pour que l'action soit possible? Vous voyez, le café, c'est ça. Message contextuel, c'est-à-dire un message juste au moment où on a besoin de l'entendre, et opératif, c'est-à-dire qu'il a en soi les conditions de l'action. La loi est exécutoire, encore faut-il qu'elle soit exécutable pour être exécutée. C'est, je pense, un des grands apports pour moi de la formation militaire, c'est que chaque fois que vous prenez une décision, vous le payez cher. Je ne parle même pas de la guerre. Hein. Quand vous marchez, le petit loup-topo de 15 km avec une révolte au bout, en général, assez vite, vous faites gaffe à ce que vous dites. Parce que vous payez cher le moindre de vos décisions. Parce que vous savez que ça va être exécuté derrière. Et donc, vous voyez, gardez cet exemple du café. Qu'est-ce que vous produisez naturellement? Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien qu'on a des tendances naturelles. Il y a des gens qui ont plus une appétence de contenu. Il y a des gens qui ont plus une appétence
pour générer le lien, quelle que soit la situation. Hein, on a tous le bon copain, la bonne copine qui change d'avis comme de chemise, mais qui a pas son pareil pour réparer des groupes qui sont en difficulté. Heureusement qu'ils sont là. Parce que ça va pas passer par du contenu, ça va passer par une intelligence humaine. Et puis, il y a des gens qui ont plus naturellement, non pas cette vision du contenu en soi ou du lien en soi, mais cette vision contextuelle de l'action. Et c'est pour moi une intelligence majeure que nos systèmes actuels ont écartée. Parce que, en gros, dans un monde instantané, il y a une prime à l'expert pur et il y a une prime à l'émotionnel pur. Les deux ont une moisson immédiate. Le chef a une moisson différée. Il crée des conditions d'action qui déjà obligent les gens à sortir du confort de « je sais tout sur tout ». Il faut le temps que ça se réalise. Donc par nature, ils ne sont pas poussés sur le devant de la scène. Ça va? Je ne vous ai pas perdu là-dessus? Premier niveau, donc, autour de cette réflexion sur soi, pour vous, c'est là où vous pouvez vous apaiser aussi, c'est de comprendre que si je file la métaphore religieuse, il faut des trinités professionnelles. C'est ça qui est canon. Seul Dieu a tout. La toute-puissance du savoir et la toute-puissance scolaire et la limite scolaire, c'est de dire il suffit d'apprendre pour tout savoir faire. Non, tu ne seras pas durable dans tout. Tu ne peux pas être Juppé et Napoléon à la fois. C'est irréductible l'un à l'autre. Hein, tu ne peux pas être Mère Teresa et Jeanne d'Arc à la fois. Il y en a une qui veut s'occuper des Anglais, l'autre qui veut les foutre dehors. Pas réconciliable. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous un talent, mais c'est parce qu'on va les coaliser que ça va marcher. On est condamné à interdépendre. Mais chacun a sa place. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est pas chacun sa place. Et que la plupart des élites, et politiques et religieuses, ce sont soit des premiers de la classe qui savent tout sur tout sauf décider, soit des gens qui sont super sympas, qui savent faire des coalisés et mettre les gens ensemble, mais sans avoir de direction. D'où l'importance pour moi, encore une fois, de faire advenir au maximum cette intelligence de discernement qui est utile à tous. Pour vous, à titre individuel, ce que je suis en train de développer peut vous aider à savoir par rapport à quoi vous décidez. Quelqu'un qui est très cérébral, il décide quand même beaucoup par rapport à ses plans. Donc il va être un peu Lucky Luke de la décision, vous voyez. C'est-à-dire qu'il a l'air hyper confortable dans la décision. Pourquoi? Parce qu'il a mis un axe qui est à lui et il décide par rapport à son axe. Hein. Lui, il dit « je pense donc je suis ». Quand Descartes dit « je pense donc je suis », il parle de tous les cérébraux, en fait. Parce que ça part de là. Un relationnel, il dit « j'ai interagi donc je suis ». Qu'importe le sujet, pourvu qu'il y ait de l'échange. Et donc lui, sa décision va être extrêmement conditionnée, non pas par le plan, mais par rapport aux gens, par rapport à la manière dont il se positionne par rapport au groupe. Il ne veut pas rompre l'harmonie. Ça donne du Louis XVI, en fait. Vous voyez ? Et puis un décisionnel, il va naturellement, un roi, se nourrir des contextes parce qu'il est fait instinctivement pour intégrer des contextes successifs et les traduire en décision. Je suis clair là-dessus? On est bon? Je vous mets une petite louche qui fera la transition sur le point d'après. D'après vous, c'est quoi l'autorité? Comme ça, à l'heure de la sieste, un dimanche après-midi, c'est un peu dur. Celui qui construit? C'est celui qui a la capacité de décider. Celui qui a la capacité de décider, intéressant. Qui est respecté pour. Qui est respecté pour. Celui qui élève. Celui qui élève. Celui qui fixe les directions. Celui qui fixe les directions. Qui tranche. Celui qui tranche. Celui qui est supérieur hiérarchiquement. Celui qui est supérieur hiérarchiquement. Disons que c'est une autorité fragile qui peut être à même de susciter des tirs fratricides qui viennent de l'arrière. Mais en soi, oui. Celui qui est nécessaire. Celui qui est nécessaire. Et nécessaire pourquoi? Pour l'objectif à atteindre. Bon, merci. Vous voyez, tout converge là-dessus, volontairement. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a, vous allez voir, souvent le sujet de l'autorité, c'est très intéressant. On retrouve la bipolarité, que j'appelle moi les deux vertiges, que je développe aussi beaucoup plus en profondeur dans le bouquin. Le vertige de la loi et le vertige du lien. Il y a des gens pour lesquels l'autorité, c'est la loi, c'est comme ça, c'est tout. Mais la loi, c'est se traduit en entreprise par le plan. J'ai fait le plan, maintenant ça va. Je pense qu'on a tous un vécu traumatique avec un policier à 3h du matin pour savoir comment on aime quand la loi s'applique pour la loi, quoi. Vous voyez ? Et donc, on sait bien que la loi pour la loi ne suffit pas et qu'on a donc besoin,
à un moment donné, de quelqu'un qui est capable de prendre en compte l'évolution de la réalité. C'est le combat éternel entre le légal et le légitime. De Gaulle l'a appris à ses dépens. Il s'est représenté comme le légitime face au légal, et au moment du putsch, on lui a renvoyé dans la tronche qu'il était devenu le légal face à quelqu'un qui positionnait le légitime ailleurs. Ça bouge tout le temps, ça aussi. Vous voyez. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment se cacher derrière la loi, c'est se dédouaner du devoir de discerner, précisément. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est définitif. La loi ne prend plus en compte les contextes. À l'opposé, il y a le vertige du lien. Le vertige du lien, c'est de croire qu'une bonne autorité, c'est celle qui a juste réussi à établir la relation. Et là-dessus, il y a deux extrémités. Il y a le totalitaire, enfin, il y a l'autoritaire, pardon, l'autoritaire et le débonnaire. Robespierre, Louis XVI, même combat. Hein. D'ailleurs, l'un amène l'autre. Côté débonnaire, je vais être sympa avec tout le monde, du coup, on va me respecter. Côté autoritaire, je vais imposer à toute force, comme ça, tout le monde est d'accord avec moi. Dans les deux cas, on croit que l'autorité, c'est quand on a réussi à faire en sorte que la relation soit établie. Le grand danger, c'est quoi? C'est qu'on va construire ça indépendamment d'un axe majeur que je vous positionne ici et qui est la réponse à la bipolarité, qui est l'axe de la mission. C'est quoi la mission? C'est l'actualisation du débouché collectif. C'est la capacité, quels que soient les contextes, à redonner au groupe un débouché qui correspond à leur contexte. Exemple, Covid. On a vécu pendant 2 ans en Covidie. Et soudainement, par miracle, tous les autres problèmes ont disparu. La France était réduite à un taux d'incidence. C'est beau, hein? Vous voyez? Ce qui a fait dire avec un humour noir certain, je le précise, par rapport à des esprits chagrins, quelqu'un qui a dit il faut donner le prix Nobel de médecine à Poutine parce qu'il a mis fin au Covid-19. Effectivement, 15 jours, on n'en a plus parlé. Magique, non? Vous voyez, c'est-à-dire que, vous voyez bien comment c'est relatif. Vous voyez bien comment, à partir du moment où la guerre en Ukraine est apparue, on ne parlait plus que de ça, et soudainement, le Covid n'était plus un problème. Donc, vous voyez bien la différence entre l'écume des choses et la réalité des choses. On revient à mon silence pour choper les lames de fond. Et donc, la mission actualisation du débouché collectif, c'est pas suivre des règles définitives, c'est faire l'effort, situation après situation, de dire ça se joue où? Au tout début du Covid, protection nécessaire sans doute parce qu'on sait rien, mais plus le temps passe et plus on commence à contrôler, il y a un glissement qui se joue sur la manière dont on fait se redresser un peuple. Plutôt que d'isoler de plus en plus des gens, de créer des calamités économiques, sociales, psychologiques, sécuritaires. Il y a un devoir de réactualiser. On est clair là-dessus? Actualisation du débouché collectif. Collectif, c'est assez simple à comprendre. Meilleur exemple du collectif, le chef de section de para qui court hyper vite devant avec sa section éclatée sa mère derrière, là, sur 1 kilomètre, est sûr d'être une star, il est à côté du sujet, en fait. Il s'est prouvé qu'il était fort tout seul. Il n'y a pas de collectif. Donc c'est pareil, c'est traductible. Déboucher, c'est pas qu'une affaire de bouteille, parce que je connais, je suis en Bretagne, je sais qu'il y a des mots magiques, mais déboucher, c'est donner à l'effort collectif une finalité circonstanciée. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, l'opposé du débouché, c'est l'indicateur de performance figé. Le débouché, c'est de dire ça se joue où? Comment je fais en sorte que l'effort collectif arrive à sa meilleure finalité? Je suis clair là-dessus? Et actualisation, parce que ça bouge tout le temps. Et donc, il faut bien qu'il y ait un chef qui dise, OK, jusque-là, c'était la priorité, mais là, ça bouge. Et il faut sans cesse faire vivre les choses. Vous voyez bien que ça répond au sujet. C'est-à-dire que si vous voulez embarquer les gens, quelles que soient les situations, il faut bien un chef qui ait cette clairvoyance de l'action possible du moment pour embarquer les gens. Plutôt que de soit être sympa avec eux, soit incanter avec eux, vous voyez, tout le temps, la règle absolue. Le meilleur exemple que je puisse vous donner de ça, c'est l'exemple de la montagne. En montagne, est-ce qu'on va en azimut brutal au sommet? Il y en a qui l'ont essayé. Ils ont eu des problèmes. C'est vous qui voyez. Okay. Ça marche pas, ça. Donc, vous voyez bien, pareil, si je prends le paysage politique et même religieux, il y a des gens qui, indéfiniment, vous incantent des vérités éternelles et lointaines. Vous dites, oui, je suis d'accord, mais je fais quoi là, maintenant, pour tout de suite? Et donc, il y a les incantateurs de sommet. À l'opposé, il y a En Marche. On y va, mais on ne sait pas où.
C'est un bon concept, c'est de dire on célèbre un collectif sans lui donner de direction. Vous voyez, il y a la tentation de dire on est un, on s'entend bien tous ensemble, donc ça va bien le faire. Ça suffit pas. Qu'est-ce qui, au petit matin, alors que la cuite de la veille à la mondeuse, qui est décidément un vin pas terrible, alors que vous avez vomi votre tartiflette dans le virage d'avant, vous devez partir au petit matin vers le sommet, qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est pas le fait que le sommet soit parfait ou le fait que le groupe soit super, c'est qu'on vous donne un col. On vous dit, tu vois le col là-bas? Ah ouais, je le vois. Ok. Tu mets le paquet là-dessus, rendez-vous là-bas, pose là-bas, on repart après. C'est quelqu'un qui vous donne du sens à hauteur d'homme, à portée de main. C'est tellement facile de dire, on verra, on va tous vers là-bas, vers l'infini et au-delà. Marche pas, ça. Ce qui marche, c'est, encore une fois, une étape à hauteur d'homme, à portée de main. En ce sens, un chef est plus un professionnel des étapes que de la destination. Tellement facile de rappeler la destination. Beaucoup plus difficile d'accepter la réalité limitée d'un contexte, de dire, au vu des éléments qui sont les miens, voilà vers quoi on va aller. Et là, c'est ça qui est magique en montagne, chaque col est une redéfinition de paysage. Vous voyez ? Quand j'arrive sur le col, je redéploie un paysage différent. Je prends la mesure de ce paysage et je reprends ma décision. Et je vois que la jolie petite barre grise de ma carte est un rocher infranchissable et la jolie petite tache verte est un marécage engluant. Et donc, j'apprends, à partir du terrain, à réactualiser mon dispositif pour lui donner une nouvelle direction. Je suis clair là-dessus? C'est le terrain qui commande. Donc, vous voyez cette idée-là, actualisation du débouché collectif, le meilleur image que je puisse vous donner, c'est cette science d'école. Il y a beaucoup de chefs qui vous rappellent le sommet éternel. Il y a peu de gens qui vous donnent les étapes. Je vous donne un autre exemple. Quand De Gaulle dit « je ne veux pas que colomber les deux églises deviennent colomber les deux mosquées », il a une vision métahistorique intéressante. Il voit la tendance dans laquelle on rentre. Quand du coup il dit « on se barre vite fait de l'Algérie », il a un instinct pourri. C'est-à-dire qu'il n'a aucune vision des étapes là. Parce qu'il a eu la vision finale, il n'a pas pris la mesure du fait que c'était précisément le moment d'aller lentement, d'absorber le temps présent, de construire quelque chose, de ne pas précipiter. Et que s'il voulait précisément aller dans la direction qu'il souhaitait, il avait le devoir d'écouter les étapes pour que ce soit possible. Je suis clair là-dessus? Ça nous emmènerait loin, c'est la différence que je fais moi entre l'intuition et l'instinct. Intuition qui peut aller très vite, l'instinct c'est de l'intuition avec frein. C'est l'intuition contextuelle, ça nous ramène à l'ici et maintenant. Donc ça c'est pour ça, et donc je finis, du coup c'est quoi l'autorité? Eh bien c'est la puissance d'accomplissement de la mission. On reconnaît quelqu'un parce que grâce à lui, la mission avance. Pas parce qu'il pense bien, parce qu'il est sympa. Tout rapport pareil avec des chefs de parti, avec des gens qui lancent des mouvements juste parce qu'ils pensent bien serait fortuit. Ça ne suffit pas de penser bien. Parce que le vrai sujet, c'est quand une situation nouvelle vous arrive sous le nez, comment vous traduisez ça en action juste? C'est ça le seul vrai sujet. Puissance d'accomplissement de la mission. Je pense que vous avez tous eu cette expérience. On croise parfois des chefs qui nous séduisent au départ, parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils sont sympas, et dès que les situations commencent à s'accumuler, on dit « Oula, en fait, c'était sympa au départ, mais là, c'est vraiment la merde, en fait. » À l'opposé, vous avez des chefs rugueux, limite autistes, mais à mesure que vous les fréquentez, ils prennent des bonnes décisions, et au fait, ça ne veut pas dire que vous irez forcément passer des soirées exceptionnelles avec eux, mais c'est pas le but, mais par contre, vous les suivrez. Parce que par eux, il y a une puissance d'accomplissement de la mission. On est bon? Pour ça, moi je reviens souvent à cet exemple, que j'évoque aussi dans le livre, je préfère Henri IV à Louis XVI. L'idéal c'est Saint-Louis, il cumule tout. Mais il y en a un tous les 1000 ans. Je préfère Henri IV à Louis XVI, qui certes a une vie de barreau de chaise, mais fait le job. Plutôt que de me rassurer en disant Louis XVI coche toutes les cases, mais qui m'emmène nulle part. Vous voyez l'idée? On avait travaillé là-dessus la dernière fois, vous voyez le débat éternel qu'on a entre la victoire et la bonne conscience. Et je vous amène aussi à lire, qui est mon livre actuel, que je cite en partie dans le bouquin, qui est de dire, c'est Richelieu qui dit cette très belle phrase, il dit « Beaucoup se sauvent en effet comme personnes privées qui se damnent en personnes publiques. » Bah oui. Il faut mesurer la réalité de son action par rapport au périmètre de son action. Le refuge de la bonne conscience, de laisser tout crouler, de dire après moi le déluge pour cocher les cases, voilà, c'est un refuge individuel qui a un non-discernement consenti.
À partir du moment où on est dans quelque chose de compliqué, le discernement amène à quelque chose de délicat, parce qu'il faut se mettre les mains dedans, qu'on va être en univers d'imperfection. Je vous amène aussi pareil, relisez Antigone d'Anouilh et le dialogue entre Antigone et Créon. On est bon? 2 dernières petites choses. Il reste combien de temps là? Autant que tu veux. Mais par rapport au temps initialement prévu. Hein? Une demi-heure? Ok. Alors, le deuxième point, je vous l'ai dit, une fois qu'on a compris qui on était et dans quel axe on se mettait, quel axe de l'autorité, quel axe de la mission, hein, ça c'est vraiment ce qui peut beaucoup vous aider, c'est-à-dire que chaque fois que vous êtes perdu, dites-vous, plutôt que d'aller soit vers la loi, soit vers les gens, la mission. On peut dire la mission, c'est une forme de transcendance opérationnelle. Et c'est la réponse à la bipolarité dont on parle. Une fois qu'on a compris ça, il y a 2 leviers pour pouvoir exercer son discernement. D'après vous, quand je ne suis pas forcément à l'aise, si je suis chef et que je ne suis pas forcément à l'aise dans mon job, c'est quoi mes leviers pour compenser mes fragilités? La complémentarité. Donc la complémentarité. Donc là-dessus, l'équipe, je vais recruter des gens qui me complètent. Premier vrai sujet. Et deuxième? Hein? Voilà, c'est ça. Donc, ce que je vais appeler la méthode, c'est-à-dire la formation, l'expérience, etc. On est d'accord? Voilà. Pour certains cas que je n'aimerais pas, c'est aussi la démission, mais on est d'accord? Voilà. On va aller sur les 2. Premier sujet, la complémentarité. Je vais aller assez vite parce que je veux vraiment finir sur la dernière partie. Sur le sujet de la complémentarité, l'idée, c'est de vous dire cela. Hein. La réponse à la complexité, ce n'est pas l'homme supersonique, c'est l'équipe complémentaire. Et donc, il faut créer des complémentarités, non pas de compétences, mais des complémentarités de personnalité. La grande tentation dans la plupart des structures, c'est la tentation de la consanguinité. On prend des gens qui pensent comme nous. Du coup, on fait des Einstein, Attali et Juppé ensemble. Ça plane à 10 000, mais personne ne s'est décidé quoi bouffer à midi. On en rigole parce que là, l'exemple est extérieur, mais combien de gens me font des Einstein, Attali et Juppé? Que d'équipes de campagne sont faites juste de penseurs coalisés et dès que quelqu'un a dit ouais, c'est pas opérationnel, se fait défoncer. Vous voyez? Il faut créer des complémentarités de personnalité. Donc, quand vous avez Einstein en liberté, trouvez-lui Indiana Jones en numéro 2. Mike Horn, vous voyez? Créer des binômes de complémentarité. Là-dessus, 2 images. Première image, c'est l'image d'une section d'infanterie. Dans n'importe quelle section d'infanterie, je parle sous contrôle, il y a toujours ce qu'on appelle le binôme de tête. Okay? Qui, pour faire très simple, parce que c'est plus complexe, se répartit les choses de la manière suivante. Il y en a un qui regarde au loin et il y en a un autre qui regarde au près. D'accord? D'après vous, qui marche le premier? Qui pense que c'est celui qui regarde au loin qui marche le premier? Levez la main. Qui pense que c'est celui qui regarde auprès qui marche le premier? Je constate qu'il y a encore beaucoup de citoyens suisses non déclarés. Je reviens. Qui pense que c'est celui qui regarde auprès qui marche le premier? Qui pense que c'est celui qui regarde au loin qui marche le premier? Voilà. Donc, messieurs, mesdames, qui pensez que c'est celui qui regarde au loin qui marche le premier, je suis navré de vous apprendre la mort sur mine de vos visionnaires. Voilà. C'est très intéressant. C'est-à-dire que vous voyez bien, dans notre monde, on croit que c'est la pensée qui drive tout. L'esprit fait du vélo, l'exécution marche. Tout est là. On revient sur l'ici et maintenant. L'esprit fait du vélo, va très vite sur tous les sujets, il est sûr d'être très fort parce qu'il a tout adressé. Il ne rentre jamais dans la percolation de l'action. Hein? Il y a beaucoup d'accélérateurs de start-up. Je rêve de créer des ralentisseurs de start-up. Calmez-vous. La vie a son rythme. Au passage, c'est à ça aussi pourquoi je crois beaucoup au leadership féminin. Parce que le temps d'incarnation est pour moi bien plus souvent compris par les femmes que par les hommes. Avoir un bébé pour un homme, c'est vite fait dans sa tête. Hein. Femme, le contrat est un peu plus long. Je dis oui, je commence un truc qui va durer un certain temps quand même. Donc le temps de l'incarnation n'est pas le même. Et le vrai leadership féminin, j'ai la chance d'intervenir là-dessus, y compris dans des ministères maintenant, il est précisément dans ce génie de l'incarnation. Et il y a un apport attendu de l'incarnation là-dessus.
L'esprit fait du vélo, l'exécution marche à pied. Et donc, c'est effectivement celui qui marche auprès qui marche le premier, parce que c'est lui qui donne la cadence de la vie. Après, il faut qu'il y ait le visionnaire derrière qui le pousse un peu, parce que sinon, il va rester trop plan-plan. Mais il met juste derrière, il pousse. Il pousse, mais c'est celui qui est devant qui cadence. OK ? Tout l'idée pour vous, quels que soient vos projets futurs, c'est de vous dire, créez-moi, c'est aussi un des chapitres du livre où je développe beaucoup plus les règles là-dessus, je ne vais pas vous imposer ça, créez-moi des binômes vision-exécution. Si vous êtes plutôt quelqu'un dans la vision, qui avait toujours un temps d'avance, trouvez-vous quelqu'un qui vous tempère et qui vous enracine. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait bien aller, voilà, prendre le temps des choses, enraciner les choses, bah, trouvez-vous un visionnaire qui vous bouscule un peu. On est bon? C'est marrant, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui mettent des noms et des étiquettes, qui y pensent. Bon, ça vaut dans les couples aussi. Hein. On pourrait faire. Il y a de l'homme-femme, mais bon, c'est pas une règle. Il y a des femmes visionnaires, des hommes, voilà, tout est croisé. Hein. Il n'y a pas de règle là-dessus. On cumule les dimensions. On est bon là-dessus? Voilà. Donc ça, c'est la règle importante. Je vous donne une dernière image qui aura d'autres répercussions. La dernière image, c'est il y a un dirigeant d'une grande école que je nommerai pas, par correction, et qui un jour me dit, est-ce que tu n'aurais pas un livre pour savoir comment gérer les personnalités? Vous voyez? Et j'ai pensé, c'est bien une question de ce type d'école. C'est genre, bonjour, lui demander comment il s'appelle, comment t'appelles-tu, voir son travail, et son travail se passe bien, voilà. Ça se passe pas bien, ça. Voilà. Ça, c'est l'intellectualisation du management. Je lui dis, j'ai mieux, j'ai un adjoint. Et je lui ai donné cet exemple que je vous livre. Je lui dis, tu es un aigle, tu montes très haut et tu descends très bas. C'est absolument magique, parce que tu vois, du coup, tu as une puissance de vision, tu es capable de voir le très grand et le très petit. Mais, si je puis me permettre, tu as derrière toi une formation d'oies sauvages en V qui s'appelle ton équipe. Tu vois, voilà, plein d'oies là qui volent. Si tu continues à faire l'aigle devant là, tu vois, derrière ça vomit. Donc soit tu trouves le vol stabilisateur de l'oie sauvage, mais tu as un aigle, tu auras du mal. Soit tu trouves une oie sauvage leader qui stabilise la formation. Et tu continues à faire le con tout seul devant. Okay, sachant que faire le con tout seul devant a bien sûr un sens stratégique. Heureusement qu'il y a des stratèges qui ont ce temps, vous voyez, d'exploration. C'est vital d'avoir ça. Heureusement qu'il y a ça. Mais encore une fois, ce temps d'exploration, ils travaillent sur les idées. Donc les idées ont leur rythme à eux. On ne gère pas les idées comme on gère les gens. Sinon, ça donne Steve Jobs ou Elon Musk, qui sont peut-être des génies créatifs, mais qui sont des nazis de l'exécution, qui fracassent du monde à tout va. On est bon? Et le nombre d'institutions, de mouvements, de jeunes qui partent de super inspirations, mais qui sont des calamités humaines parce que la personne pense que parce qu'elle a une bonne idée, ça va suivre derrière. 80% des problèmes dans tous les mouvements de jeunes religieux, politiques sont d'ordre humain. Qui s'en occupe? On n'arrête pas de laisser des créatifs ou des experts en liberté ou des sarcos en liberté qui créent des bandes. On se dit merde, pourquoi ça n'a pas marché? Mais t'as pas géré l'humain. C'est l'humain qui va cadencer ça. Parce que le temps de la pensée n'est pas le temps de l'action, et le temps de la relation, ni le temps de la relation. On le voit au niveau commercial. Si vous mesurez un commercial à l'heure, ça a du sens d'après vous? T'as vendu combien cette heure-ci? Faites un jour un métier commercial, vous vous rappelez que le matin, quand vous avez un moral de hamster, vous n'avez qu'une seule consigne, c'est mettre du Chatterton sur votre téléphone pour ne pas aller le toucher. Parce que vous êtes un sponsor de Radio Suicide. Donc, allô, tu veux vraiment acheter mon produit? Putain, t'es vraiment fou, quoi. Voilà. Il ne faut surtout pas appeler personne. Surtout pas appeler quelqu'un, pardon. Vous voyez? Par contre, au bout du 3e jour, la résurrection s'étant faite, là, vous allez faire 10 clients en 1 heure. C'est irrégulier. Ben, on le comprend, ça, pour la relation. C'est pareil pour l'action. Le temps de l'action, le temps humain, le temps événementiel n'est pas le temps de la pensée. Voilà. Et donc, que de gens ont 10 000 idées à la minute, mais fracassent tout derrière et ne comprennent pas pourquoi ça ne marche jamais. Il faut... La réponse à ça, c'est que chacun ait son espace propre. Qu'il y ait celui qui est le règne de l'action, qu'il y ait celui qui est le règne de la pensée, et que celui qui est le règne de la relation. Et qui se parlent. Vous savez quel est le point commun entre Macron et Poutine? C'est la manière dont chacun, pour des raisons différentes,
ils se sont abstenus d'avoir toute forme de contradiction dans leurs proches. L'absence de contradiction. Vous avez le devoir, dès que vous avez une responsabilité, d'organiser la contradiction. D'organiser le fait que quelqu'un vous dise « ça va pas, ça va trop vite, ça va trop loin, c'est pas à côté ». Voilà. Donc vous voyez, cette construction d'équipe, elle est majeure parce que elle a deux vertus pour résumer, et j'y reviendrai au dernier point. Elle a d'une part le fait que vous créez les conditions de faire remonter de la manière la plus juste possible le terrain à vous, parce que vous avez quelqu'un qui est capable sans cesse de vous donner, encore une fois, la vérité des prix, et donc vous collez au terrain, vous avez accès à la vraie vie. Et la deuxième chose, c'est que si plus vous allez créer comme ça des articulations, plus vous allez créer la meilleure protection qui soit, qui s'appelle la subsidiarité. La subsidiarité, il y a beaucoup de gens qui en font des discours philosophiques, mais qui sont infoutus de la gérer. Là aussi, je vous ramène à un chapitre clé que je développe là-dessus. Mais l'idée, c'est clair, c'est que la subsidiarité, c'est pas de dire « je laisse faire et je viens contrôler ». Ça s'appelle subir deux fois. Beaucoup de gens qui disent « je fais la subsidiarité, je laisse faire et je fais mon petit contrôleur ». À quel moment t'es chef, en fait? T'es loser, puis inspecteur, jamais chef. Donc je vous détaille pareil, je n'ai pas le temps de le développer ici, les conditions de créer ça. Plus vous générez la subsidiarité, plus vous créez de l'espace de règne, et donc plus vous créez, parce que vous avez précisément quelqu'un qui a l'intelligence de l'humain et de la mise en mouvement, le fait que chacun à son niveau prenne sa responsabilité. Quand vous voyez l'histoire, vous verrez bientôt dans une revue un article que j'ai écrit là-dessus, l'histoire là du suicide d'un adolescent avec la rectrice de l'Académie de Versailles qui a envoyé un courrier pas possible, vous dites... Et elle ose dire, bah vous comprenez, on a trop de choses à gérer. À quel moment tu délègues, à quel moment tu t'organises, et à quel moment toi, chef, tu es capable de dire, dans tout ça, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça, c'est grave. Je suis un peu dur dans mon article, je dis, peut-on mieux définir le mot subir? Le chef ne peut pas subir. Donc, même s'il a un volume, il doit s'organiser précisément pour qu'il y ait un maximum de choses qui soient faites, pour que ce soit géré, et pour qu'on soit capable de dire, là, il y a un truc grave qui se passe. Alors, encore une fois, c'est facile d'en parler, je ne suis pas à la place de cette personne et tout. Mais encore est-il que, moi, ce qui me fait réagir, c'est quelqu'un qui dise, bah, vous comprenez, il y a beaucoup de choses à gérer, donc voilà. Non. Et ce qui me choque le plus, c'est que ça se joue au niveau d'Elisabeth Borne, qui dit, bah, c'est bon, maintenant, on va faire une saisine immédiate du procureur. Bah, c'est vrai que ça va régler le problème de l'autorité à l'école, ça. À quel moment, vous voyez, un sujet, on fait de l'écumologie. Un sujet, une loi. Un sujet, une com. On ne va jamais dans la profondeur. À quel moment il y a une réflexion générale de quelqu'un qui se tait, qui dit tout ça, c'est pas de mon niveau. Par contre, là, il y a un sujet majeur à adresser, on va tout réarticuler. On rétablit l'autorité à l'école, on règle tous les problèmes. Un, de transmission, et deux, de respect des élèves entre eux. Parce que quand les élèves se tapent sur la gueule et que le prof crie et que personne n'entend et qu'il se prend lui-même les projectiles, c'est sûr que c'est plus difficile pour gérer le harcèlement à l'école. Ok? Vous voyez, de cette idée-là, plus vous générez de la vraie subsidiarité, plus chacun à son niveau est responsable, et plus vous faites en sorte que, quel que soit l'espace considéré, chacun exerce sa pleine autorité. Puissance d'accomplissement de la mission. Je suis clair là-dessus ou pas? Voilà. Il y a un principe paysan que je vous rappelle et qui est toujours bon à savoir. Il faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. Tu ne tapes pas pareil sur le clou quand tu tiens le clou. Il y a beaucoup de gens, ouais, là, on est en général beaucoup plus juste. Okay. Tout ça, c'est le deuxième point, la complémentarité d'équipe. J'en viens au troisième point, qui est vraiment les mécanismes intérieurs du discernement. Une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a compris qui on était, dans quel axe on se mettait, comment on s'entourait, vous donner quelques astuces là-dessus, sur le fonctionnement du discernement. Ok ? Juste un petit tour là. Pour vous, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans le fait de décider? Les conséquences. Avoir toutes les bonnes informations. Avoir toutes les bonnes informations. Assumer l'échec. Assumer l'échec. Hiérarchiser aussi les informations. Hiérarchiser. Sacrifier. Sacrifier. Décider, non décider. J'ai eu comme ça un jour en formation un directeur pénitentiaire et j'ai dit c'est quoi le plus dur dans le management? Il a dit le problème du management quand même c'est les équipes. Voilà. Excellente remarque. Voilà.
Voilà. Donc il y a des gens qui disent c'est quoi le problème de la décision? C'est le choix quand même. Hein. C'est un peu le concept en fait. Ok, bien vu pour ça. Donc intéressant de vous alimenter là-dessus. Je vais vous donner 3 petites règles que je donne pas forcément souvent en conférence. Je donne plus ça en formation, mais qui peuvent vous aider par rapport à ce que vous avez dit. Premier sujet, décider n'est jamais un acte parfait. Sortez-moi la décision du champ des sciences dures. Arrêtez de croire que la vie, c'est le canal du Midi avec écluses numérotées. La vie est un torrent de montagnes qui fait des rebonds partout, en éclaboussant sur les bords. Donc, vous voyez, le grand problème qu'on a quand on est dans un monde très structuré où tout a été définitivement écrit, c'est qu'on ne discerne plus. On est en permanence en train de dire, est-ce que j'ai donné la bonne réponse? Je vous donne tout de suite un aparté. Si je vous dis cette personne, elle est parfaite pour vous, hein, pour le couple, vous allez me dire, elle est peut-être parfaite en soi, mais pas pour moi. Je ne vais pas la choisir parce qu'elle est parfaite en soi. Je vais la choisir parce qu'elle est parfaite pour moi. C'est lié à mon contexte. Ce n'est pas une vérité définitive et absolue. C'est pareil dans les situations de votre vie. Vous avez des tenants et des aboutissants que personne d'autre ne peut avoir. Vous avez des dimensions contextuelles. Je suis clair ou pas là-dessus? Donc, si vous dites, ah, il y a écrit quelque part comment doit être ma vie, est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas, alors vous allez chercher longtemps le canal du Midi imaginaire de votre vie, qui n'existe pas. Votre vie est un torrent de montagne, votre sujet, c'est de le canaliser. C'est de faire avec. Tout l'enjeu, c'est de vous équiper dans la manière de canaliser votre torrent de vie. Et ce qui va être intéressant, c'est que plus vous habitez dedans, plus vous apercevez, c'est là, au passage, qu'on peut croire à la puissance divine. C'est qu'on voit comment, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans l'écart, il y a toujours une vie qui existe si on sait l'accueillir. Plutôt que de se flageller sans cesse, de dire « je suis pas sur le canal du Midi ». C'est un peu mort, le canal du Midi. J'ai habité Castelnaudary, je sais. Non, c'est très joli. Par contre, il y a un vent de sa mère. Voilà. Bon, voilà. OK pour ça? Donc, décider n'est jamais un acte parfait. Une décision parfaite en embuscade, c'est une décision où tout le monde est mort. Hein. Alors, je vais t'expliquer mon plan parfait. Viens ici, tu vas voir, j'ai fait des jolies petites flèches. Ah merde. Viens, toi, regarde mon plan, il est vachement bien. Voilà. Tout le monde est mort. Une décision parfaite en embuscade, c'est une décision pourrie, vite prise et pas trop mal exécutée. On est dans l'imparfait absolu. Donc, sortez la décision du champ des sciences dures. Pourquoi? Deuxième principe, c'est que décider, c'est créer un espace d'action nouveau. Décider, c'est créer de l'action. Donc, on ne mesure pas une décision a priori, on mesure une décision a posteriori, quand elle a été exécutée. Exemple, si vous décidez d'aller faire un resto ce soir, voilà, si vous êtes en mode scolaire, vous allez dire, alors il faut le resto parfait, où il y ait toutes les options possibles, qu'en fonction des goûts de chacun, il y ait tout, que ce soit équidistance des gens quand même, parce que ce serait injuste s'il y a des gens qui font plus de chemin que les autres. Et puis il faudrait qu'il y ait toutes les options aussi, et puis il faudrait qu'il y ait karaoké, qu'il y ait buffet à volonté. Bon, vous vous retrouvez à 23h, l'estomac dans les talons, et vous arrivez là-bas, tout le monde a une ambiance pourrie, et le meilleur resto devient un truc pourri. Vaut mieux aviser le bistrot du coin, dire il a les options, eh ben on y va. Et on met le feu. Sans se figurer, j'entends. Par temps d'émeute, je préfère préciser. Voilà. OK? C'est la réalisation, c'est l'exécution qui fait qu'une décision est bonne. Vous voyez l'idée? Donc le deuxième point, c'est de comprendre qu'on mesure une décision, non pas dans sa conception, mais dans sa réalisation. Une fois que c'est décidé, il faut mettre tout son culot pour que ce soit le mieux possible. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent des décisions, ils sont tellement mous du genou que ça ne traduit rien. Ils disent ah, « j'ai mal décidé ». Non, tu n'as pas mal décidé, tu as mal exécuté. Je suis clair ou pas là-dessus? Troisième sujet, une décision se mesure dans une trajectoire. On revient au torrent de montagne. Un chef est un professionnel de l'imparfait. On vit en monde d'imperfection. Au passage, c'est bien l'imperfection. Moi, je considère que l'imperfection, c'est comme la sauce de la viande, c'est ce qui donne le goût. Vous remarquez que les sauces sont toujours faites avec des trucs qui puent. Hein. Le fromage ou des légumes chelous. Il faut de l'incarnation. C'est précisément parce que vous acceptez votre imperfection que vous la rendez tout le temps vivante. Vous lui laissez une possibilité de rebond. Je suis clair ou pas là-dessus? Et donc, on mesure une décision sur une trajectoire. Ce qui est très intéressant, c'est que précisément, quand on voit la trajectoire, on voit que le pas de côté qui a l'air, à un moment donné, un égarement, finalement, trouvera du sens après. Je vous donne volontairement un exemple qui vient à un point nommé, puis on finira vraiment sur les mécanismes intérieurs.
C'est un exemple qui n'est pas dans le bouquin. Je parle de Guillaume le Conquérant dans le bouquin, mais pour une autre raison. Quand Guillaume le Conquérant réunit son host pour aller se battre contre Harold le Concurrent, ce qui a fait dire après à Napoléon que l'Angleterre était une colonie française qui a mal tourné, il faut quand même rappeler les choses élémentaires. Quand Guillaume le Conquérant réunit son armée, il a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de vent favorable. Ok ? Tout le monde peut dire ah, c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Ah non mais c'est nul. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la mesure de son contexte, il décide avec ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il décide du coup? Il dit là on vient de reconstituer une armée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être un peu l'entraîner. On va peut-être l'homogénéiser. On va profiter de ce temps d'attente pour faire en sorte qu'on fasse une armée un peu plus aboutie. Et puis, au miracle, les vents se lèvent. Étape 2. Sauf qu'ils se lèvent, mais pas dans la bonne direction. Pour dire, ah mais c'est pas possible. J'ai la Shkumun, j'ai le karma contre moi. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais décider avec ce que j'ai. Ok, on a des vents favorables pour l'Est, direction plein Est, on se rapproche. Il se rapproche, il fait une pause, je crois, du côté d'Abbeville. Et il en profite pour récupérer d'autres forces en présence. Et enfin, les vents sont favorables et il traverse et Hastings. Pourquoi c'est intéressant? Au-delà du fait qu'il a su tirer parti de chaque étape, c'est que plus on est capable d'habiter son présent en prenant les décisions qui nous reviennent, on est fait pour le col, pas pour le sommet. Le sommet viendra, mais on ne le voit pas d'en bas. Plus on s'aperçoit que parce qu'on a su prendre des décisions, il y a une sorte de prime de risque, plus les choses nous sont favorables. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant tout ce temps d'attente qui paraissait contraignant, il s'est passé que dans le même temps, un certain Harald, pas Harold, Harald, roi de Norvège, est venu au nord de l'Angleterre pour lui aussi chercher à récupérer le trône. Ce qui fait qu'Harold, qui s'était préparé à se battre contre Guillaume et qui l'attendait, a été obligé de faire un aller-retour dans le nord de l'Angleterre pour se battre contre Harald. Il est revenu de Tence. Donc, pendant ce temps d'attente, Guillaume le Conquérant a malgré lui créé les conditions pour avoir un Harold pré-caramélisé, prêt à être battu. Parce que vous habitez chaque étape, vous apercevez que, vous voyez, la vie va se révéler à vous sous des angles différents. On peut démultiplier ça sur tout. On ne vous demande pas, encore une fois, de contrôler la finalité. On vous demande d'avoir un impact sur la partie qui vous revient. Intéressant, hein, sur le pain quotidien. Ok, là-dessus. Donc voilà, ça c'est sur la définition générale. Maintenant, je vais venir, une fois qu'on a compris un peu ce principe de la décision, et de comprendre, j'insiste enfin là-dessus, que du coup, on n'a pas forcément besoin de tous les éléments parce que ce n'est pas de la synthèse, c'est du discernement. Je viens à ça. Le discernement, deuxième définition, je vous ai donné une première, c'est l'art de donner à la sieste sa plus grande puissance. Non? Qu'elle mérite. Ça fait plaisir. En fait, il y en a qui ont l'air de ne pas dormir. En fait, c'est des professionnels de la fausse somnolence. L'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas grave. Okay. Je vous donne un autre exemple. Je vais venir à la définition, c'est pas grave. Je préfère enraciner au maximum ma réflexion sur des exemples. Quand j'étais officier, j'ai eu un jour un légionnaire algérien qui a déserté parce que sa famille était morte dans un tremblement de terre. Il a déserté, il allait enterrer sa famille, il y avait une tante et une cousine, je crois, et il est revenu après. Il a pris son courage à deux mains 2 fois. Quand il arrive, je le punis ou je le punis pas? Qui dit je le punis? Qui dit je le punis pas? Qui sont à nouveau les citoyens suisses. Ou normands. Coup-ci, coup-ça. Je vais vous aider. D'après vous, il y a combien d'enjeux là, dans cette décision qui me revient? Donc voilà, donc aux autres. Donc premier enjeu, il est collectif. Ok, et l'autre enjeu? Comment? Voilà. Et donc l'enjeu, si je le traduis, le fait qu'il revienne, ça va être par rapport à lui. Donc il est individuel. Enjeu collectif, enjeu individuel. La règle que je vais vous donner là-dessus, et qui va finir d'enraciner ce que je vais vous donner après en fonctionnement. Quand les choses sont compliquées, il faut faire, je reviens à ma montagne,
col après col. En gros, j'ai une référence qui va vous donner, pareil, la référence absolue de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais faire du « en même temps ». Le « en même temps » est un non-sens opérationnel. On ne peut pas faire du Darmanin et du Pont-Mariti à la fois. Il faut faire l'un puis l'autre, mais pas en même temps. C'est pareil dans la décision. Quand c'est compliqué, la pire chose à faire, c'est de vouloir répondre à tout d'un coup. Vous voyez ? C'est exactement le cas de l'affaire Naël. On a voulu gérer le problème émotionnel d'une famille endeuillée dans des conditions particulières avec le problème collectif. Du coup, on a réagi sur le côté émotionnel, croyant régler le problème, on a fait pire partout. Là, il y avait deux enjeux, c'est pareil. Il y avait un enjeu relationnel de la famille Naël qu'il fallait traiter en silence, en discret. Et il y avait un enjeu collectif de dire, il y a un incident, on attend de voir. En attendant, je rappelle que quand on fait n'importe quoi, ça finit mal. Donc maintenant, tout le monde a sa place et taisez-vous. Et on avance. À partir de quand on peut considérer que parce qu'il y a quelqu'un qui meurt là, on a le droit de taper tout ailleurs par solidarité avec quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile? Il faudra m'expliquer la logique. Parce qu'il n'y a pas eu de distinction des enjeux. Là, c'est pareil. Il y a deux enjeux. Un enjeu collectif, un enjeu individuel. Comment on fait? Eh ben, on fait ce que j'appelle du monodirectionnel successif. Quand je prends une carte et que je vois il y a plein de choses à visiter, je ne vais pas m'auto-disperser sur tous les lieux, sauf avoir le don d'ubiquité. Je fais une route vers une direction, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Je suis condamné à la linéarité du temps. Vous voyez, la pensée, elle vous fait répondre tout de suite, il faut aller partout. Tu dis, c'est super, on va tout visiter, mais on commence par quoi? Vous voyez, c'est le dialogue entre le politique et l'opérationnel. Le politique, il va dire en même temps. L'opérationnel, il dit, oui, mais on commence par quoi? Et donc, comment j'ai fait? J'ai fait en deux temps. Je l'ai reçu, j'ai dit, tu vas être puni. Bien sûr qu'il faut qu'il soit puni. Parce que si je le punis pas, je vais avoir des gens qui vont s'inventer des morts partout tout le temps. Hein. Ça va être comme la cité de la peur. J'ai perdu ma mère. Ah bon, elle est morte? Non, je la retrouve plus. Voilà. Par contre, mon chien est mort. Ouais, mais ça fait 3 fois. Ouais, mais il a beaucoup souffert. Ok. Vous voyez? Cité de la peur. Mais les gens vont se trouver des excuses tout le temps. J'ai le devoir de marquer le coup. Et au passage, le gars, il sait très bien le prix à payer. Quand il a déserté, il connaissait le prix à payer. Par contre, à titre individuel, c'est pas parce que je fais mon rôle de chef que je prends la personne comme quantité négligeable. Étape 2, qu'est-ce que je lui dis? Sache qu'en tant qu'homme, j'estime ce que tu as fait. Parce que c'était courageux de le faire, malgré tout. Et donc, voilà, faire du monodirectionnel successif. Alors, deuxième définition du discernement. Le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Là où je veux vous emmener profondément, on a parlé beaucoup de mission et de contexte, c'est de vous dire qu'en fait, la lecture des situations, elle se fait à l'intérieur. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Je vous ai dit, si je vous dis cette personne, elle est parfaite pour vous, vous allez me dire, elle est peut-être parfaite en soi, mais pas pour moi. Vous comprenez d'emblée qu'il y a 2 écueils à partir du moment où on gère la décision. Il y a l'écueil de l'objectivité pure et l'écueil de la subjectivité pure. Il y a l'écueil de dire, je vais faire que des choix par raison. Et il y a l'écueil de dire, je vais juste me laisser balloter par tout ce qui me passe à l'intérieur. Mon enjeu, c'est d'objectiver la subjectivité, c'est-à-dire de vous donner des clés de lecture de quelque chose qui, à la fin des fins, se reliera bien à l'intérieur, parce que ça concerne votre situation. Je suis clair là-dessus? Chaque décision sera là-dessus. Chaque fois que quelqu'un vient me voir pour que je le conseille en accompagnement, je vais lui donner, bien sûr, des éléments extérieurs pour alimenter sa réflexion. Mais mon sujet, c'est pas de lui donner une réponse extérieure, c'est de paramétrer les critères intérieurs pour qu'il prenne bien la décision par lui-même. Je suis clair là-dessus? Parce que tôt ou tard, c'est avec vous que vous prenez la décision. Du coup, écoute, accumuler jusqu'à l'évidence. Écoutez, 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 écoutez. Dans un monde qui ne sait plus écouter, qui court sur le moindre sujet. C'est quoi l'évidence? L'évidence, ce n'est ni un raisonnement, ni une certitude, ni un consensus, ni un fantasme. L'évidence, vous voyez, ça s'impose à vous. C'est comme la mer de Renault. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme. Une bonne décision, ça s'impose à vous. Le raisonnement, c'est simple à voir, c'est une suite logique. Le raisonnement, c'est de dire, forcément, Fillon va être élu. Forcément, Strauss-Kahn va être élu. Ça a très, très bien marché. Ou c'est de dire que oui, ils ont pillé tout parce qu'ils étaient pauvres. On revient au sujet. C'est la logique, ça, vous voyez. C'est une suite mentale qui déraille de la réalité, mais qui s'auto-entretient. Le raisonnement, c'est de choisir un futur conjoint sur une liste de critères. Alors, mesdames, je vous ai réunis pour vous donner votre classement.
Les 3 premières sur le critère prioritaire. Ouais, ça ne va pas marcher. Ça, c'est croire qu'il suffirait d'accumuler des critères pour que ça marche. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok. Ça fait penser d'ailleurs là-dessus, vous voyez, les classements sur les idées des futurs candidats. Pourquoi on ne fait pas un classement des personnalités des candidats pour savoir comment ils vont gérer l'après, plutôt que de se rassurer sur le fait qu'ils ont fait les déclarations qu'on attendait sur tous les sujets. J'étais intervenu sur Sud Radio là-dessus, sur la moralisation de la vie politique. Je leur ai dit, mon système, c'est la Légion étrangère. C'est pas des gens qui viennent sans casier comme garantie, parce que c'est la politique qui va les pourrir. Moi, c'est précisément, j'ai que des gens qui viennent avec casier, mais on en fait des gens bien. Donc le sujet, c'est plus de créer le comportement que de se rassurer sur la déclaration d'intention. D'où le travail comportemental. Donc, ça, c'est la logique. On peut résumer ça comme ça. La logique dit ce qui est bon en soi, le discernement dit ce qui est bon maintenant pour moi. Une logique de temporalité, une logique de contexte personnel. Ce n'est pas non plus la certitude. La certitude, vous voyez, c'est des gens qui abordent la vie comme des dictionnaires ambulants. Ils se croient éternellement dans question pour un champion, vous voyez. Je dis que c'est des Lucky Luke de la décision. Vous leur posez des questions, ils répondent tout de suite, parce qu'ils croient que c'est juste une correspondance mentale. Exemple, un gars que j'accompagnais qui m'a dit, c'est simple, je viens de prendre mon poste, il y a un mec là qui est pas bon, on m'a dit qu'il était pas bon en management, donc je le dégage. Facile, fastoche. Quel moment tu l'as rencontré, t'as vu le gars, t'as vu son chef? Il m'arrivait souvent de devoir coacher quelqu'un, et j'ai dit, je suis pas sûr que c'est lui qui en ait besoin. Peut-être un peu vous. Voilà. Moi, j'ai jamais osé, je ne vais pas dire comme ça. Ok? Donc ça, c'est la certitude. Le consensus, on va vite aller dessus. Le consensus, c'est l'obsession de toujours trouver un point moyen pour satisfaire tout le monde. À la minute où on fait ça, on s'écarte de l'axe général de la mission. Et je reviens, ça serait choisir un restaurant qui plaise à tout le monde. Je suis pas sûr que vous avez trouvé le meilleur resto comme ça. Et puis, l'exemple que je donne facilement, c'est l'exemple des accords de Munich. On a tous dit, c'est bon, le petit moustachu va se calmer. On est tous d'accord? Ouais, on est tous d'accord. Ça s'est vachement calmé. Ce n'est pas non plus un fantasme. Et c'est là qu'on arrive vraiment au fin du fin de ce que je vous disais d'objectiver la subjectivité. Le fantasme est une fausse évidence. Le fantasme, c'est quelque chose qui vous envahit momentanément, avec une telle intensité que vous croyez que c'est une révélation qui vous vient du ciel, alors que concrètement, ça disparaît après. Là où l'évidence, on va le voir, est quelque chose qui s'installe beaucoup plus lentement. Si vous, mesdames, vous croisez Georges Clooney ou Pierre Ninet, en fonction de l'âge, si nous, on croise Monica Bellucci ou Miss France 2023, on peut se dire, enfin quelqu'un qui me prend à ma juste valeur. Monica, ne bouge pas, je suis là pour toi, voilà. Non. Une fois que vous êtes passé par cette illumination d'un regard favorable sur vous, quand vous pensez à la réalité de la vie qui vous attend avec Georges ou avec Monica, avec ou sans Nespresso, je suis pas sûr que c'est la vie dont vous rêviez. Tandis que quand vous rencontrez votre futur conjoint, avec ou sans effet Nespresso, vous aurez, par petites touches répétées comme une marée, l'évidence que c'est avec cette personne-là que vous voulez continuer. C'est de l'impressionnisme intérieur. Voyez, c'est de la petite touche qui se fait portrait. Il y a une accumulation d'une première touche, d'une deuxième touche, d'une troisième touche qui, dans le temps, s'installe et vous dites « oui, ok, c'est ça ». Il faut laisser le temps au temps. Pourquoi l'évidence s'installe alors que le fantasme disparaît? Parce que le fantasme, comme le raisonnement d'ailleurs, sont des produits de l'esprit. Donc dès que vous cessez de les faire vivre, ils disparaissent. Pourquoi l'évidence revient et s'installe? Parce que c'est, définition, la manifestation calme et répétée de la réalité. Votre sujet, c'est d'écouter la réalité qui est votre réalité. Je suis clair ou pas sur cet exemple? Le fantasme passe, l'évidence revient. Là-dessus, je développe le concept de jocarie de l'évidence. Parce qu'il faut toujours mettre Jean Dujardin pas très loin de Georges Clooney, et que le jokari, c'est OSS 117. Voilà. Et donc, le jokari de l'évidence, c'est que, très concrètement pour vous, quand vous avez un doute sur un sujet, il faut vous imposer de le repousser pour voir s'il revient. Vous voyez? En fait, souvent on se met dans des difficultés parce que soit on s'obsède par idéologie, c'est-à-dire qu'on réfléchit en apnée
parce que c'est écrit quelque part, on ne se donne aucune liberté pour prendre du champ sur la situation par idéologie, soit on le fait par fantasme. On est saisi d'un truc tellement fort. Au passage, c'est comme ça que toutes les situations d'emprise commencent. Situation d'emprise, il y a des gens qui savent vous générer un fantasme absolu. Et ils vous créent des souvenirs tellement exceptionnels que vous dites, ah, voilà. Vous maintenez votre souvenir artificiellement en vie parce que c'est tellement puissant au début que vous ne voulez pas le perdre. À la minute où vous vous accrochez à votre souvenir, là, c'est que vous êtes en non-discernement. Vous faites vivre artificiellement, en bouche à bouche sans mauvais jeu de mots, votre souvenir émotionnel. C'est précisément à la minute où vous repoussez, Jokari, vous défocalisez. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les ressentiments. Vous voyez, il y a des gens qui vivent que dans le ressentiment toute leur vie. Défocalisez du ressentiment, que vous éloignez tout ça, que revient naturellement ce qui est juste. Les 3 critères de l'évidence, c'est la paix, toujours être dans la paix quand ça se fait, c'est la répétition, ça, laisser revenir. Ce qui est juste se fera, laisser revenir, et ça s'installe. Je vous donne un exemple très simple de la vie du quotidien. Vous avez tous au quotidien des gens qui viennent vous proposer des super projets, vous sortez de là avec les yeux qui brillent, et souvent, 15 jours plus tard, ça s'est complètement envolé de votre esprit. Pourquoi? Parce que c'était de l'ordre du raisonnement ou du fantasme. À l'opposé, il y a quelqu'un qui vous parlait d'un premier projet une première fois, vous dites pourquoi pas, deuxième fois, troisième fois. Vous avez beau faire, il est toujours là ce projet. Il vient presque dans vos jambes, parce qu'il fait partie de votre réalité. Je suis clair ou pas sur cet exemple? Il faut juste écouter ça. On est bon? Écoute, accumulez jusqu'à l'évidence. L'évidence est la manifestation calme de la réalité qui vous saisit. Dernier point. Insistez, là aussi, je vais vous donner que des clés, mais l'essentiel sera développé plus avant dans le bouquin, sur la décision plus rapide. Parce qu'à juste titre, vous me dites, ouais, t'es gentil, mon garçon, mais quand on doit prendre une décision vite, la marée de l'évidence, on n'a pas trop le temps de la faire, quoi. C'est pour ça qu'il y a une distinction fondamentale, qui est la distinction entre la décision stratégique et la décision courante, qui ont chacun leurs règles. Tout ce que je vous ai dit, bien évidemment, concerne la décision stratégique. Ok ? Sur la décision courante, j'aimerais insister vraiment sur 2 choses. Et vous verrez, il y a pas mal d'autres choses que je développe par ailleurs. Mais j'aimerais là maintenant vous parler de 2 choses. Le premier, c'est de vous dire qu'on est dans de la relativité. J'ai commencé par ça. Ne pas confondre relativisme et relativité. D'après vous, est-ce que Saddam Hussein et Kadhafi ont du sang sur les mains? On est d'accord? D'après vous, est-ce que le nazisme et le communisme ont fait des morts? Vous êtes d'accord? D'après vous, est-ce qu'il fallait destituer Saddam Hussein et Kadhafi? Ah, voyez. À la minute où on entre dans la gestion des situations, on entre en territoire de relativité. C'est situationnel et que de gens, par principe moraux absolus, c'est vieux comme le monde, suivent leur principe moral au détriment de la réalité contextuelle qui fait qu'on est dans quelque chose d'imparfait. Et au passage, ne serait-ce que pour ça, une seule raison aurait suffi à ne pas intervenir, c'est de voir Bernard-Henri Lévy en liberté dans ce territoire. Ça insulte l'esprit humain, quoi. Quand je pense aux pauvres Ukrainiens qui galèrent déjà, qui ont BHL derrière eux. Mais Ariel, si tu nous entends, garde-le. Allez, voilà. Et donc, vous voyez bien que c'est le cas d'école. C'est que on a situé, ça date déjà de saint Thomas d'Aquin, qui a comme critère de la juste guerre qu'il faut que la situation qui résulte de la guerre soit supérieure à la situation qui était avant la guerre. C'est du bon sens. Moralité, vous voyez, les chaos qu'on a créés là-bas, sur des principaux, on est en territoire de relativité et d'évolutivité. Parce que quand on a attaqué Kadhafi, non seulement on a créé un chaos, mais surtout on l'a fait au mauvais moment. Kadhafi, à un moment donné, au moment des attentats de Lockerbie, était un sponsor du terrorisme international. À cette époque, il aurait été peut-être intéressant d'agir. Mais quand on l'a fait, non seulement il est devenu un allié contre le terrorisme, mais en plus, il faisait une zone tampon dont on voit aujourd'hui tous les dégâts avec tout ce qui peut se passer en Méditerranée. Ok? Relativité. Pris dans un exemple un peu du quotidien, d'après vous, est-ce qu'il faut déjeuner avec vos équipes? Oui, tout le temps? Non? Territoire de relativité. Vous voyez, il y a les 2 écoles. Il y a des gens qui disent « Ah non, moi je veux toujours être peinard » et des gens qui disent « Ah non, c'est trop important, on fait un groupe ». N'oubliez jamais que le repas du midi est fait pour tailler ses chefs. Hein. Mieux vaut que les gens se libèrent un bon coup sur vous, reviennent avec les petites joues roses,
en disant j'étais un peu dur, finalement il n'est pas si méchant, plutôt que d'imposer le cercle de Fayot qui vous colle les miches là juste devant et créer du désordre derrière. Voilà. Par contre, il y a des moments où il est indispensable d'être proche. Et là, il faudra déjeuner. On est en territoire de relativité. Le deuxième sujet, je l'ai un peu évoqué, c'est vous dire qu'on est en intelligence de trajectoire et du rebond. C'est-à-dire que ce qui va vraiment vous aider, j'aimerais vraiment finir là-dessus, c'est de vous dire que ce qui nous tue dans la décision, c'est encore une fois de raisonner comme si en permanence il y a la décision. On a une décision avec un matériau relatif, donc on ne peut pas la comparer déjà, et on va toujours avancer en territoire où on n'aura pas tous les éléments. Pour vous en sortir, ce qui va vous sauver, c'est de vous dire que non seulement c'est de la trajectoire, c'est-à-dire qu'on va mesurer un chef sur un temps long, mais c'est aussi du rebond dans le sens où ce qui vous paraît un jour comme quelque chose de compliqué, voire de, de nuisible, de contre-indiqué, en fait, si vous êtes capable de faire ce pas, le lendemain, ça va vous paraître quelque chose de favorable. C'est exactement le cas de Guillaume le Conquérant que j'évoquais. Ce qui paraissait une déconvenue au départ, finalement, a été une force. Si c'était entêté, il avait voulu traverser à la barque, bon, certes, il aurait eu des Vikings et des bras 2 fois plus gros, mais voilà, il aurait tout précipité parce qu'il était têtu sur son idée de départ, il aurait tout perdu. Plus vous dites, parce que je décide à hauteur d'homme, à portée de main, j'avance et je pourrais être à l'écoute de quelque chose de favorable, vous serez tout le temps en position de partir. Je finis avec ce dernier exemple. Quand un enfant se casse la figure, au moment où il se relève, c'est quoi votre pouvoir? Est-ce que sa situation est figée? Est-ce que sa réaction est figée à un enfant qui tombe quand il se relève? Non, il dépend de la vôtre. Vous dites, oh mon pauvre chéri, et il pleure. Vous dites, allez, prends ta jambe qu'on la recolle à boule, et il se marre. Bon, sauf s'il a vraiment la jambe arrachée. Voilà. Quoique même là, il serait capable de rire. Qui a vu La vie est belle de Roberto Benigni? Vous voyez, même dans le pire du noir, il y a toujours possibilité de donner de l'espoir. Ben, vous voyez, c'est ça. À partir du moment où vous dites votre boulot dans la décision, avec les mécanismes qu'on a évoqués, c'est précisément de donner l'étape à venir, de l'habiter et de se préparer mentalement au temps d'après. Plus vous êtes capable d'habiter ça, plus vous ferez de la décision. Non pas, encore une fois, un truc soit rigide, soit liquide, mais quelque chose de fécond pour l'avancée collective. Okay. En conclusion, je dirais une seule chose. L'enjeu clé de la décision, encore une fois, je suis allé sur l'essentiel et vous retrouverez pas mal d'autres éléments dans le livre, c'est que tout l'enjeu est de passer de l'excellence à la présence. On est dans un monde d'excellence, de premier de la classe, de bonnes notes. Et donc on passe sa vie à prouver. À partir du moment où vous êtes dans la présence, vous êtes dans l'être. Donc vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête avec les autres, vous savez employer les autres de la bonne façon et vous êtes dans cette présence à l'environnement qui fait que vous êtes capable d'ouvrir enfin vos yeux pour voir ce qu'il y a à décider. Voilà, j'en ai terminé.